C'est parti, bonjour à toutes et à tous. Alors le thème du jour, ça va être la croissance et surtout les nouveaux leviers de croissance qu'on utilise. Donc j'ai la chance d'être accompagné de Pablo de la société Lyophilis & Co qui va nous expliquer ce qu'ils ont pu mettre en œuvre justement pour aller chercher de nouveaux marchés et comment ils ont actionné du coup l'international comme levier de croissance. Donc ils sont basés sur du PrestaShop. Voilà, et tu pourras nous expliquer, Pablo, aussi un peu plus tard, pourquoi tu as fait ce choix-là. Donc globalement, je me présente. Donc moi, je m'appelle Johan Sanson. Je suis co-dirigeant de la société Soledis. Donc nous sommes une agence web e-commerce. On existe depuis 25 ans, basée en Bretagne, et on accompagne les marchands sur l'ensemble de leur développement e-commerce. Et puis, je te laisse la main, Pablo, pour te présenter, et puis tu pourras nous présenter un peu plus précisément Lyophilis & Co. Oui, donc bonjour à tous. Moi, je suis donc Pablo Gagné. Ça fait à peu près 25 ans que je travaille dans le digital, mais ça fait 2 ans que j'accompagne Lyophilis & Co et que j'accompagne Ariane Persson, donc la dirigeante de l'entreprise, pour son développement et la structuration de son entreprise, parce qu'elle est dans une phase de forte croissance. Voilà, donc je l'ai rejoint il y a maintenant 2 ans. Et moi, je suis très content d'être sur cette thématique. Je vous ai mis une petite photo que j'ai prise cet été lors d'une randonnée où j'utilisais justement les produits de Lyophilis & Co. Donc c'est super bon et super pratique. Voilà, donc Lyophilis & Co, c'est une entreprise qui a maintenant 15 ans, qui a atteint les 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle vend principalement des repas lyophilisés dans le domaine en fait de l'outdoor. Donc au tout départ, et pourquoi elle est à Lorient, c'est parce que ces repas lyophilisés ont été utilisés par les marins qui faisaient le tour du monde. C'est des repas très techniques, qui sont légers, qui permettent d'être facilement stockés, qui durent très longtemps. Et puis, au fur et à mesure du temps, en fait, l'activité s'est développée autour de la randonnée. C'est les randonneurs qui ont pris le relais en fait sur la croissance et tout le marché de l'outdoor. Il y a aussi l'exploration et aussi une partie d'ailleurs de la survie. Mais ce qui pousse vraiment l'activité depuis quelques années, c'est le développement de la randonnée. C'est un marché qui est en forte croissance, en croissance de 5% depuis des années. Et en même temps, cette niche qui est le repas lyophilisé commence lui aussi à devenir mainstream parmi les randonneurs, mais aussi parmi les sportifs en général qui veulent utiliser des repas techniques. Donc on a une offre de repas lyophilisés principalement et aussi une offre complémentaire de matériel de randonnée et aussi toute une partie survie. Voilà, 15 collaborateurs avec une activité saisonnière très, très importante. L'été, entre le max et le min, on arrive à des fois 20, fois 30, entre le plus bas et le plus haut, jusqu'à 25 collaborateurs donc, en été, et une activité qui est quand même multicanal. On est principalement en fait une activité digitale, puisqu'il y a 85% du business qui passe par le web, mais il y a quand même des demandes entrantes, en particulier pour toute la partie survie. La partie survie, c'est les repas lyophilisés longue durée, le stockage alimentaire. Donc ça représente à peu près 15% du business qui est soit en demande entrante ou soit qui passe par une partie par les sites web aussi. Et puis on a un magasin à Lorient. Donc voilà. Voilà pour cette activité. Très bien. Alors, tu vas pouvoir nous expliquer, vous avez fait une refonte il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, et vous étiez sur une solution propriétaire à l'époque. Et vous êtes passé, en tout cas vous avez fait le choix de passer sur PrestaShop. J'aimerais bien que tu puisses nous expliquer un petit peu pourquoi ce choix-là et quelle a été un peu la genèse de ce projet et des opportunités aussi que ça vous a amené et qui nous amènera forcément sur le développement à l'international. Oui, alors on était effectivement sur une solution propriétaire qui avait comme défaut en fait de nous bloquer un peu dans notre capacité à nous développer, comme certaines solutions propriétaires ne sont pas suffisamment ouvertes en fait sur l'extérieur au niveau technologique. Mais ce qui a vraiment fait la bascule, c'est un événement assez malheureux, c'est que notre prestataire en fait a été victime d'une cyberattaque
qui a complètement bloqué en fait, et paralysé l'entreprise du jour au lendemain. Donc on s'est retrouvé dans une situation écran noir, catastrophique, où l'entreprise Lyophilis & Co s'est retrouvée au bord du gouffre. Pour autant, on a pris, malgré le choc, le temps de réfléchir aussi, parce qu'on était déjà en réflexion. Et on s'est dirigé vers l'équipe de Soledis. Alors, dans un premier temps, on regardait pas mal de solutions, mais on a choisi Soledis parce qu'on savait qu'il y avait l'ouverture PrestaShop et le monde du libre qui vraiment était un des éléments en fait, clés pour nous. C'était de plus en fait, être dépendant d'une solution fermée. Et puis surtout, vu ce qui venait de nous arriver, d'avoir un accès à nos données, d'être vraiment propriétaire de nos données, de nos sauvegardes, ça a été un choix déterminant. L'aspect humain a aussi énormément compté. Moi, je connaissais Soledis déjà de renom, et l'équipe a été vraiment au top pour nous accompagner. Je le dis vraiment, on était en situation catastrophique et l'équipe, en une semaine, nous a remonté un site qui était encore qu'un brouillon de notre site, mais tout le monde s'est mobilisé pour pouvoir vraiment sauver l'entreprise. Et puis, au fur et à mesure, on a reconstruit tout le système d'information sur les mois qui ont suivi. Donc voilà, les choix, c'était des choix dans un contexte particulier, mais les choix, c'était le libre, l'ouverture sur tout un écosystème informatique, l'équipe aussi, et donc la possibilité de mener à bien les projets qui étaient dans le backlog quoi, chez nous. C'est vrai qu'on parle souvent de souveraineté. Là, ça prend tout son sens, du coup, d'avoir vraiment la maîtrise des données, d'être pleinement propriétaire aussi de son logiciel, et en cas d'anomalie, en tout cas, de pouvoir reconstruire justement un socle ou de le déplacer, et en tout cas d'avoir la main. Donc ça, c'était vraiment, je pense, important, et c'est aussi pour ça qu'on vous a conseillé PrestaShop à ce moment-là, quoi. Du coup, sur l'outil, donc ça, cet outil PrestaShop, donc en mode open source, c'est ce qui a permis aussi un certain développement à l'international, ou en tout cas une certaine vision. J'aimerais bien que tu puisses un peu nous expliquer quel a été surtout le positionnement, la stratégie de Lyophilis & Co sur ce développement à l'international. Parce qu'il y a quand même plusieurs façons de pratiquer, des solutions simples, efficaces, je ne sais pas, mais en tout cas faciles à mettre en œuvre, et des solutions plus complexes, en tout cas qui méritent réflexion d'un point de vue stratégique, positionnement marché. Et je voudrais savoir un peu quelle vision vous aviez eue à cette époque-là, et éventuellement dans le temps, comment vous avez fait évoluer votre stack technique et votre vision internationale. Oui, effectivement, on avait déjà une expérience de plusieurs années en fait, avec des sites qui avaient été lancés, mais dans une perspective simplement de traduction, et puis de voir ce que ça allait donner. Ça n'avait pas été complètement réfléchi. C'était une entreprise qui était tellement en croissance que, bon, on va dire que la partie internationale était un petit complément. Voilà. Pour autant, il y a 2 ans, c'était déjà quelque chose qui était dans une dynamique qu'on voulait renforcer. Et grosso modo, en fait, on s'était rendu compte qu'il y a vraiment 2 approches quand on veut aller à l'international. Il y en a une qui est très simple, aujourd'hui encore plus, c'est simplement je traduis mon site. Et avec les outils IA aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait très simplement. La barrière, en fait, la première barrière en France, c'est de se dire oh, c'est compliqué, il faut traduire. Maintenant, on ne l'a plus. Donc en fait, la barrière technologique, elle se dépasse très vite, mais c'est un peu un leurre, cette stratégie-là, selon moi, parce qu'en fait, adresser un marché à l'international, c'est beaucoup plus compliqué que traduire les sites. C'est pour ça qu'en fait, nous, on a une vision qui est une approche par marché, et ici, il y a écrit multiboutique. L'idée, en fait, c'est que technologiquement, en fait, le multiboutique va pouvoir nous donner la souplesse pour adapter, en fait, le site à chacun des marchés. Donc, selon les tarifs, selon ce qu'on veut présenter, quelle partie du catalogue, selon tout un tas de réglages qu'on voudrait faire, selon les marchés. Et là, du coup, c'est plus du tout la même approche. C'est un choix technique de départ qui est assez fondateur. Voilà, ne seulement que traduire le site, ça peut embarquer dans une stratégie qui va être limitante à un moment donné. Par contre, aller sur une logique multidomaine, multiboutique pour s'adapter à chacun des marchés, ça permet beaucoup plus de choses. C'est aussi plus exigeant. Oui, c'est vrai, comme tu disais, c'est aussi tout l'avantage du multiboutique, et c'est aussi
une des raisons qui ont fait qu'on vous a proposé du PrestaShop, parce que l'outil le permet. Il le permet assez simplement en plus, donc c'est rapide de pouvoir déployer une nouvelle boutique, en tout cas de dupliquer un modèle, même si, comme tu le disais, ce qui est important, c'est qu'on n'adresse pas tous les marchés de la même façon. Tout le monde ne consomme pas les mêmes produits aux mêmes endroits, donc c'est hyper important de pouvoir structurer son offre commerciale et de l'adresser différemment, même d'un point de vue peut-être marketing, d'un point de vue organisationnel et sur le choix même des produits dans chaque pays. Je ne sais pas comment vous l'avez fait pour adresser les différentes zones. Si on représente un petit peu les différents pays, alors pays ou marché, comme tu disais, parce qu'il y a une petite différence quand même entre la traduction et les zones. Ouais, donc dans un premier temps, en fait, il y avait le site français évidemment, et c'est le site anglais et le site espagnol qui ont été lancés. Et comme je disais, ils ont été plutôt lancés dans cette perspective multilingue, tout simplement parce que au service client, il y avait déjà des gens qui connaissaient ces langues-là, et c'était naturel en fait de lancer ces langues-là pour l'équipe. Il n'y avait pas eu tellement plus de réflexion au tout départ, et je parle de 2015. Après, quand on a lancé avec l'équipe Soledis, donc en janvier 2025, le site allemand et italien, on était déjà sur une logique de marché. Pourquoi ? Parce qu'on s'était rendu compte, en fait, avec l'expérience, qu'on n'avait pas du tout les mêmes demandes sur les marchés espagnols et sur les marchés anglais. Alors, anglais, pour le coup, étant international pour nous. Donc on a un site anglais qui est compris dans sa composante internationale. On a un site et qu'on essaie aujourd'hui d'adapter vraiment au marché UK avec les problématiques douanières, on pourra en reparler. On a un site espagnol qui va avoir beaucoup plus d'intérêt en fait sur la partie survie chez nous, puisqu'il y a eu beaucoup d'épisodes compliqués en Espagne, Valence l'année dernière, il y a eu des coupures importantes. Et puis en Allemagne, on s'est rendu compte que les gens consommaient en fait les produits de randonnée différemment parce qu'ils ne pratiquent pas le bivouac de la même manière. Donc finalement, on adapte véritablement les choses en fonction des marchés. Et puis dans la perspective de développement, eh bien, on va le faire pareil et on a pour objectif dès début 2026 de lancer 6 à 7 nouveaux sites au Portugal et puis dans le centre et le nord de l'Europe qui sont en fait des marchés qui sont très matures dans le domaine de la rando. Voilà. Avec pour objectif de devenir leader européen sur notre niche de la vente de repas lyophilisés outdoor. Et du coup, au sein de Lyophilis & Co, le personnel parle toutes les langues. Comment vous avez structuré le langage au sein de l'entreprise ? Alors non, alors surtout pas sur les prochaines. Il y a déjà une culture, ça c'est important en fait quand on veut se lancer à l'international. La fondatrice, elle est suédoise et ils parlent anglais aux achats parce qu'ils achètent dans toute l'Europe. Mais on a recruté. C'est-à-dire au service client, il y avait déjà cet état d'esprit d'avoir un côté multiculturel, on va dire. Mais aujourd'hui, quand on recrute en pensant Europe tout le temps, et c'est des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Alors pour autant, chez nous, on a recruté par exemple au service client une personne qui parle 4 langues de manière fluente, dont l'allemand qu'on n'avait pas encore. Pour autant, il n'y a personne qui parle l'italien couramment. Et donc, dans ces cas-là, en fait, on adapte avec des outils la réponse, c'est-à-dire que le service client va passer pour l'Italie via du WhatsApp. Le WhatsApp étant facilement traduisible, avec des outils IA, on peut aller très vite à répondre. Et c'est comme ça qu'on va procéder pour les futurs pays, parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir, avec la taille de l'entreprise, des gens qui parlent finlandais, danois, etc. Donc on a une espèce on a 2 niveaux, en fait. Un où on répond vraiment 100% humain, avec des gens qui maîtrisent 4 à 5 langues au total dans le service client, et puis le deuxième niveau qui est aidé par l'IA, tout simplement. Ok, parfait. Du coup, l'international, c'est pas que les langues. C'est très bien. Ça, c'est quand même une première base, ce qui permet quand même de communiquer, de faire passer les messages, de se faire comprendre. Néanmoins, indépendamment de ça, une fois qu'il
qu'il y a du trafic sur le site, il faut gérer toute une série de choses et notamment 2 éléments essentiels qui pour moi sont la logistique et les moyens de paiement, ou les moyens de paiement et la logistique, si on veut aller dans le sens d'un tunnel d'achat, quoi. Ouais, tout à fait. Sur la question des moyens de paiement, la réponse, elle est assez facile grâce à PrestaShop et à son écosystème. Nous, on a changé, en fait, on est passé par le partenaire PayPlug, alors qu'avant, on avait une solution un petit peu plus rudimentaire qui permet de s'adapter, en fait, selon les pays. On fait les bons paramétrages pour qu'il y ait les paiements qui soient adaptés à ce qui est le plus consommé dans le pays. Donc ça, c'est très, très facile, c'est plug and play. Justement. Par contre, sur la problématique des transports, c'est plus compliqué. C'est vraiment là où il y a une grosse différence qui se crée avec la concurrence qui est déjà dans les pays qu'on veut adresser. C'est-à-dire qu'on a forcément des coûts de transport qui sont plus chers qu'eux et des délais de livraison également. Donc en fait, on a tout de suite remis en cause notre solution de transport. Enfin, quand je dis tout de suite, après réflexion, on a redealé avec un autre transporteur. On a redealé en fait des coûts de transport avec eux pour être plus compétitifs. Et on réfléchit également à demain, en fonction des volumes, à déporter tout ou partie de nos entrepôts dans les pays cibles. Voilà. Oui, ça, parce que tout est centralisé aujourd'hui. C'est vous qui avez votre propre entrepôt basé essentiellement à Lorient aujourd'hui. Oui, tout à fait. On a un entrepôt de 800 mètres carrés, flambant neuf, et c'est quelque chose qu'on a voulu maîtriser, mais demain, on n'exclut pas d'externaliser en fait, une partie du catalogue dans les différents pays. Et comment du coup vous gérez, parce que tu parlais, il y a l'international, c'est large, il y a international Europe et hors Europe, avec un peu plus de complexité. Tu parlais, je crois, de l'Angleterre tout à l'heure. Angleterre, Suisse aussi. Ouais. Suisse aussi. Et ça, du coup, vous pratiquez comment pour la partie douane? Ouais. Vous avez des logiciels peut-être internes aussi de traitement WMS ou OMS, TMS? Alors aujourd'hui, on reste sur quelque chose. Alors on travaille avec Boost My Shop, nous, à notre niveau, au niveau simplement de la gestion d'entrepôt, et sur toutes les problématiques de douane qu'on est en train d'adresser en Angleterre, et ensuite on travaille avec les transporteurs qui nous permettent en fait de faciliter en fait toute la paperasse en fait pour l'envoi des documents de dédouanement. Et demain, en fait, on sait qu'on va devoir s'équiper avec des outils un petit peu plus avancés, comme voilà, je vois qu'il y a marqué Shippingbo ici, et des outils comme des OMS qui nous permettront de gérer en fait différents dépôts logistiques pour une même commande, des choses comme ça. Donc ça fait partie de ce qui est dans les cartons encore aujourd'hui. Et moi, je repréciserais par rapport à ce que tu disais, qui a quand même une importance extrême, c'est cette partie paiement. Parce que de manière générale, d'un point de vue agence, on voit beaucoup de choses passer sur l'international et le paiement est quand même le nerf de la guerre aussi. Moi, j'ai vu des projets à l'export échouer à cause du paiement, parce que ici en France, on est habitué à la carte bancaire. Tu citais les pays nordiques tout à l'heure. Ils ne fonctionnent pas du tout comme ça. Et c'est plutôt avec du iDeal, par exemple. Et si le moyen de paiement qui est sélectionné, en tout cas, ou la solution de paiement qui est sélectionnée ne propose pas d'adapter les moyens de paiement en fonction des pays, c'est sûr que votre stratégie ne va pas du tout fonctionner. Donc ça, c'est, pour moi en tout cas, hyper important de choisir le bon partenaire de paiement par rapport à la stratégie, on va dire, de conquête vis-à-vis des pays ciblés, quoi. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose qu'on remarque, des très grosses différences de proportion en fait, de mode de paiement selon les pays, effectivement. Et tu travailles en devise ou c'est essentiellement de l'euro? Comme c'est quand même plutôt une zone euro que tu adresses, indépendamment de... Ouais, plus de 90% c'est de l'euro, mais on a ouvert le multidevise grâce à PrestaShop avec les commandes en livres depuis l'Angleterre, et on va ouvrir en fait pour tous les pays qu'on a cités avant. Il y en a beaucoup en fait qui sont dans des devises qui ne sont pas l'euro, donc on est prêt pour ça. Et je crois que tu géocalises aussi du coup les utilisateurs de manière à pouvoir les orienter aussi vers la bonne boutique ou la bonne devise. Ouais, tout à fait. Alors en particulier sur le site anglais qui sert aussi pour tous ceux qui ne sont pas déjà traduits. En fait, on a un petit système qui permet de géolocaliser par IP et de proposer directement en fait le bon réglage. Quand la personne arrive, elle tombe avec la bonne devise dans le bon environnement
directement avec ce type de module. Ouais. Parfait. Bah, ça, c'est les fonctions aussi, on va dire, standard de PrestaShop. Donc, ça permet aussi de gagner du temps, Ouais, juste tout à d'appliquer fait. ces modifications. Ouais. Parfait. Alors, tu parlais tout à l'heure, ça aussi, ça a son importance, c'est d'avoir du personnel qui sait parler aussi la langue, d'avoir une bonne communication avec vos clients finaux, parce qu'une autre composante de la réussite, c'est aussi le service client et le service après-vente. Donc Ouais. ça, vous le gérez aussi par des outils. Alors, tu expliquais un peu de WhatsApp tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres outils ou comment vous communiquez du coup avec ces clients étrangers ? Alors, c'est vrai qu'on est très loin de juste traduire automatiquement un catalogue. Comme je le disais, l'impact, il est sur pratiquement toutes les équipes. Les achats, ils avaient déjà l'habitude de travailler avec tous les fournisseurs en Europe. Là où c'est le plus impactant, c'est effectivement sur le service client. Donc, j'ai répondu en fait, mais aujourd'hui, à chaque fois comme on grossit, quand on recrute des gens dans des langues qui maîtrisent des langues qu'on n'a pas aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Là où ça a aussi un gros impact, c'est sur toute l'équipe web. C'est-à-dire que si on compte sur simplement le trafic SEO pour que ça fonctionne, on ne va pas aller très loin en fait dans une stratégie internationale. Donc en fait, il faut avoir des équipes web qui intègrent en fait la compréhension des marchés qu'on vise et donc qui ait cette ouverture d'esprit et qui maîtrisent la langue des principaux marchés. Donc là aussi, en fait, dans le recrutement qu'on fait, on prévoit ça également. Et comment tu fais pour analyser, parce que ça pour moi c'est quand même assez crucial aussi, c'est d'analyser un marché avant de l'adresser et de savoir précisément comment tu vas faire, déjà d'un point de vue catalogue produit, quel produit on va plutôt pousser vers un pays ou un autre. Et on parlera un petit peu après aussi de la stratégie de communication, puisque je suppose qu'elle est aussi un peu différente, les budgets sont forcément adaptés à chaque pays ou à chaque besoin vis-à-vis de la stratégie que vous vous êtes fixée, quoi. Oui, tout à fait. Alors, avant d'y aller, en fait, on procède. On n'a pas, comme on est sur un marché de niche, de grandes études toutes prêtes qui nous disent ce qu'on va trouver. Hein. Donc, on procède très simplement, d'une manière très artisanale. On va tout simplement se comporter comme un utilisateur allemand, italien, etc. Quand on étudie le marché et on voit ce qui existe. On étudie la concurrence de manière très simple, en allant voir qui sont les concurrents quand on est un consommateur allemand. Donc ça, c'est au départ, c'est très artisanal. Il ne faut pas imaginer qu'on fait appel à des grandes sociétés d'études ou quoi. Une fois qu'on est installé, on teste le catalogue qu'on a en France et puis on voit ce que ça donne. Et on fait beaucoup de test and learn, notamment en fait les campagnes d'acquisition de trafic comme Google Ads nous permettent de tester, de mettre des budgets ici ou là et voir ce qui fonctionne bien. Et puis, on a aussi la partie SEO qui nous renseigne. Le SEO, c'est un petit peu la loterie. Des fois, on ressort, des fois, on ne ressort pas. On ne sait pas trop pourquoi. Dans certains pays, en fait, on ressort sur certains produits qui sont demandés particulièrement dans ce pays-là, ou alors c'est parce qu'on ressort en SEO, donc on essaye d'analyser tout ça, et c'est là en fait qu'il faut vraiment adapter en fait l'acquisition de trafic dans chacun des pays, et on finit même par faire au niveau des achats, par aller augmenter en fait certaines gammes dans des pays. Je prends par exemple l'Allemagne. Eux, ils font énormément de van life, donc c'est un cousin finalement de l'environnement randonnée. Et bien là, on est en train de se dire, parce qu'en fait, ils recherchent beaucoup de pièces qui sont liées au réchaud dans le domaine du van, etc., qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de la randonnée, mais qu'on avait déjà un petit peu. Eh bien, hop, on se rend compte comme ça, à analyser le marché, qu'on va adapter un petit peu notre offre selon les marchés, mais tout en restant en fait dans notre domaine. Et c'est un espèce de va-et-vient permanent entre l'achat, la partie web, l'acquisition de trafic et les achats qui se fait ainsi pour adapter notre offre à chacun des marchés. Et là, du coup, on est vraiment dedans, les mains dans le cambouis, quoi. Et d'un point de vue stratégie marketing, aujourd'hui, tu parlais des ads tout à l'heure. Ouais. Comment tu répartis tes budgets suivant les marchés ou suivant les pays aujourd'hui ? Alors, on est sur des objectifs théoriques. À chaque fois qu'on refait les budgets de l'année, évidemment, on vise en fait à partir du passé des targets en termes de chiffre d'affaires. Mais après, on fonctionne beaucoup en fait sur des logiques de retour sur investissement. C'est aussi simple que ça. Hein.
C'est-à-dire que tout ce qui marche bien, on le pousse. Et tant que je gagne, je joue. C'est vraiment la stratégie, nous, qu'on a mis en place. Alors, dans certaines limites, évidemment, mais c'est l'esprit. Ouais, ça, donc il n'y a pas forcément de budget. En disant il y a une répartition par pays, même si on a un au début, mais en même temps, tu augmentes au fur et à mesure de ta rentabilité. Ouais, quoi. tout à fait. C'est vraiment un pilotage fin. C'est-à-dire qu'on a une vision d'ensemble qui se fait au début d'année. On a quand même des budgets, parce qu'il faut bien sûr tenir des budgets et créer un budget équilibré à présenter à des banquiers, par exemple. Mais après, en fait, ça se revoit en fait au mois le mois et dans les périodes chaudes, puisqu'on a une activité très saisonnière. C'est même quasiment au jour le jour qu'on se repose les questions, parce qu'il y a des journées où on fait... le mois de juillet, pour nous, est un mois où on fait 5 à 6 fois le mois de décembre. Donc là, on est sur un pilotage beaucoup plus fin. Et du coup, je rebondis sur ton pilotage. Tu le fais de quelle manière? Tu utilises des outils en particulier? Comment tu fais pour piloter à la journée, par exemple? Ouais, alors on a des outils, bien sûr, Google pour tout ce qui est campagne, mais on a centralisé en fait avec Looker. On a, avec vous, avec Soledis, on a développé en fait un outil de pilotage qui nous permet d'avoir les remontées de KPI qu'on souhaite, qui sont vraiment adaptés à notre business. Et qui agglomère en fait tout ce qui nous sert pour piloter l'acquisition de trafic, même les achats, on sait ce qui sort comme produit de manière assez fine, et on va bien au-delà en fait de ce que permet seulement le back-office PrestaShop. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, on parlait en introduction d'agilité. Pour moi, c'est clairement aussi des outils comme ça qui nous permettent d'adapter entièrement la partie DataVis. Se dire, OK, aujourd'hui, on pense ça. Là, tu développes des nouveaux marchés. En fait, Looker Studio, donc un outil de Google gratuit, en tout cas sur celle qu'on utilise, permet d'être plugué à PrestaShop, à Shopify, on va dire à différents outils, et surtout d'agréger un certain nombre de canaux et ensuite de consolider la donnée, histoire d'aller vers du décisionnel, en tout cas de pouvoir constater les choses et de pouvoir se projeter aussi sur des actions marketing. Donc c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il soit flexible et on n'est pas sur des outils on va dire monolithiques et qui coûtent très cher à développer, quoi. Ouais, tout à fait. Ça nous a surpris. On venait d'un environnement qui était beaucoup plus rigide, et là, on a vraiment la possibilité, en fait, d'avoir beaucoup de souplesse pour créer des tableaux de bord, pour soit même des fois creuser la donnée ou piloter. Voilà, ça, c'était vraiment très appréciable, une bonne surprise. Parfait. Alors, du coup, si on fait une petite synthèse de ce qu'on vient de se dire, parce qu'il faut tenir le délai et on va le tenir, du coup. Donc, sur l'international, moi, ce que je retiens, c'est surtout il faut quand même une belle préparation en amont. On ne se lance pas comme ça sur un pays parce qu'on a envie de se lancer. Il faut quand même analyser qui on a en face aussi, d'un point de vue concurrentiel, les usages. Il faut ensuite adapter sa stratégie, parce qu'elle n'est pas forcément la même d'un pays à un autre, et prévoir les ressources nécessaires en interne. Aussi en interne pour pouvoir répondre à la demande du client, et ça sur les différents métiers, que ce soit le service après-vente, que ce soit la logistique, que ce soit les achats. On voit que ça peut devenir assez complexe. Ensuite, il faut pouvoir mettre en œuvre, et ce que tu disais aussi, c'est de pouvoir tester les choses, parce que pareil, on ne sait pas exactement comment ça va réagir, on teste. Alors l'outil web et e-commerce, nous on le voit aussi avec d'autres clients que l'on suit. Le web est un outil fabuleux pour tester des marchés et à moindre coût. On a le droit de se tromper. En tout cas, l'erreur coûte moins cher que si on doit aller physiquement dans le pays. Donc on peut tester les choses, on peut tester les canaux, on peut revenir en arrière. Et je pense que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est important aussi de le faire et d'apprendre, on va dire, en marchant. Ça tombe bien, dans la randonnée, c'est pratique. Et ensuite, donc, déployer progressivement, comme tu disais, avoir un modèle facilement déployable, même s'il est ajustable au fur et à mesure, mesurer les résultats, et ensuite on ajuste et on continue d'avancer, on redéploie les marchés. Et ensuite, persévérer, parce que c'est pas simple, parce que les marchés bougent aussi régulièrement. Donc, en France, c'est aussi valable en France. Du coup, donc, il faut aussi un outil qui est pour moi modulaire, adaptable et qu'on arrive à faire bouger assez rapidement aussi, parce que pour moi le timing aussi se joue. Il ne faut pas qu'on ait une inertie de fou, parce que les petits copains d'à côté vont prendre justement les parts de marché et c'est trop tard. Donc là c'est un peu
c'est une course, même si tu disais que ce n'était pas un sprint, ça reste quand même important de ne pas perdre de temps maintenant, en tout cas vous en tant que leader européen, ne pas se faire prendre les parts de marché aujourd'hui, en tout cas sur votre secteur, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut tester vite avec les outils. Par contre, il faut du temps pour s'installer sur un marché. Et là, il faut effectivement passer par ces phases de test and learn. Et je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les outils permettent facilement d'aller sur d'autres marchés et qu'il faut le faire. Parce qu'en fait, c'est vrai aussi pour nos concurrents qui sont sur les autres marchés. Ils ont eux aussi la possibilité de venir facilement en France. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu pour beaucoup d'e-commerçants de se préparer à ça aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup. On a tenu le délai comme il faut. Si jamais vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est juste à côté sur le stand B63. Voilà, on se fera un plaisir de répondre à vos questions avec Pablo. Merci à vous.